Bonjour à tous, je m'appelle Raed Hamoud. C'est avec un grand bonheur que je vous accueille à la Grande Bibliothèque. 23e Premier ministre du Québec de 1976 à 1985 sous l'égide du Parti québécois, René Lévesque a marqué l'imaginaire collectif comme peu de politiciens avant lui et il continue d'inspirer ses concitoyens de la province, du pays et même du monde. Et pour célébrer cette figure historique, pour aborder les actions du politicien mais également les émotions de l'homme qu'il a été, je vais m'entretenir avec trois invités. L'historien et professeur à la TÉLUQ Éric Bédard, l'ancien député, commentateur politique et comédien Pierre Curzi, et enfin l'ex-chef de cabinet de René Lévesque et consultante Martine Tremblay. René Lévesque aux sources d'une fierté nationale, de notre fierté nationale. Alors, madame, messieurs, ensemble, on va se demander comment et pourquoi René Lévesque a si profondément marqué l'histoire du Québec. Mais avant ça, j'aimerais que vous me disiez dans vos mots. Si vous deviez, et je sais que c'est une question un peu difficile pour partir le bal, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ça qui est le fun. Si vous deviez désigner René Lévesque en un seul mot, choisir un mot pour le qualifier, ce serait lequel? Et je vais commencer avec vous, Martine. J'ai la chance d'être la première. Pour briser la glace. Disons vrai. Vrai. Ça se passe de commentaires. Il y en aurait d'autres, il y en aurait plusieurs, mais vrai. Un homme authentique. Très bien. Je vais aller d'abord, je vais vous sauter, Éric, je vais aller vers Pierre Curzi. Pas de problème. Pierre Curzi. Ah, Le moi, mot c'est pour définir. L'homme du peuple. C'est L'homme pas du un seul mot, mais c'est une expression qui se tient bien. Ouais. L'homme du peuple. Très bien. Éric Bédard. Et moi, ce serait l'homme de la synthèse. Il réussit, à mon avis, à tenir en équilibre des courants très différents, très disparates, et il réussit à les coaliser dans un grand mouvement. Donc, un homme de synthèse. De synthèse, mais vous m'avez dit un autre mot tout à l'heure en coulisses. Est-ce que je peux le répéter? Allez-y. Unanimité. Ah oui, ben, c'est-à-dire qu'en ce moment, mais pas de son vivant. Hein, je pense que vous serez d'accord. C'est la beauté de la chose. En ce moment, en effet, c'est très impressionnant à quel point il fait l'unanimité. Pour toute trajectoire hors du commun comme celle de René Lévesque, il y a toujours un point de départ. Parce que, comme disait l'autre, on ne vient jamais de nulle part. Et dans son cas, c'est la petite ville de New Carlisle, en Gaspésie. À l'époque où il est né, il y a environ 1000 habitants. Le tiers est francophone. Ça veut dire qu'il vit dans une ville à majorité anglophone. Éric, comment est-ce que ça va forger le destin de celui qui va devenir le héros des Québécois, sa ville d'origine? Ben, écoutez, c'est fondamental. D'abord, c'est là qu'il va apprendre l'anglais presque naturellement dans la rue, dans les rues de New Carlisle. Et il va aussi comprendre quelque chose, puisque les anglophones de la Gaspésie sont les descendants des premières cohortes de loyalistes. Hein, après la Révolution américaine, le Québec a accueilli les premiers anglophones. Il y en a un certain nombre qui sont allés s'installer à Montréal, dans les cantons de l'Est, les Eastern Townships. Et il y en a à peu près 500, nous disent les spécialistes, qui se seraient installés en Gaspésie, dont New Carlisle. Et évidemment, tous ces anglophones avaient comme attente d'être les maîtres de cette colonie britannique. Et donc, ils ont été souvent des maîtres au niveau politique, mais très rapidement au plan économique. Donc, il a assisté très jeune à cette espèce de domination économique et donc à cette infériorité économique des Canadiens français. Il disait de ses voisins anglophones, nous étions leurs indigènes, mais ils n'étaient pas méchants. Oui. Mais il a connu, dans le fond, il dit lui-même qu'ils étaient colonisés à New Carlisle. Alors pour moi, c'est très fondateur parce qu'il a connu dès le départ une colonisation qui était le contrôle dans ce cas-là, c'est une majorité, mais d'une minorité anglophone économique qui possédait les belles villas, les lieux les plus beaux de New Carlisle. Ça a été la première colonisation dont il a été conscient. Celle de la langue, il est devenu bilingue assez rapidement. Puis il ne parle pas beaucoup de la religion parce qu'il va étudier, mais dans le fond, c'est une autre des colonisations dont il se rendra compte un peu plus tard. Ouais. Mais je dirais qu'en même temps, à New Carlisle, c'est là qu'il a développé sa manière de cohabiter avec les anglophones. C'est-à-dire que lui, il n'a pas gardé un mauvais souvenir de ces années de New Carlisle. Mais comme c'était un jeune garçon turbulent, qui n'était pas, évidemment, il n'était pas costaud du tout, mais
J'étais bagarreur. C'est un batailleur, presque un batailleur de rue. Ouais. Et donc, il a gardé un bon souvenir de ces batailles qu'il livrait avec des copains francophones, avec les anglophones. Et lui, il a appris l'anglais. Et c'est là qu'il a commencé à développer cette attitude, on est aussi bon que vous autres. Et donc, je dirais, moi, que dans sa vie, il s'en est pris bien davantage au réflexe de coloniser qu'au colonisateur lui-même. Parce qu'il disait toujours, et il le dit tout au long de sa vie, de toutes sortes de manières, on est aussi bon. Tu sais, quand on est jeune, on dit souvent, ben, mon père est meilleur que le tien. Bon. Et lui, c'est un peu comme ça qu'il a bâti sa manière de voir la relation à entretenir avec des anglophones, même quand ils étaient c'était ceux qui dominaient la ville ou le village ou le groupe. Et donc, il n'a jamais ressenti lui-même ce complexe du colonisé, même s'il a bien vu ce qui se passait. Il a toujours levé la tête de son origine. On parle du rapport à la langue, mais de New Carlisle, il y a aussi le rapport au territoire. Et René Lévesque, c'était quelqu'un, vous le savez tous, qui s'exprime extrêmement bien, mais qui écrivait aussi extrêmement bien. Et moi, j'ai retenu un passage de ce qu'il a écrit à propos de sa Gaspésie natale. Il disait « De Hull jusqu'au comté de Duplessis et Manicouagan, d'Abitibi à celui du Rhône, partout, tout le long, cette grande main osseuse du Québec, avec sur chaque phalange son riche duvet de forêt, avec ses grandes lignes d'eau, qui sont celles d'une vie perpétuellement renouvelable. Cette belle et gigantesque main, ouverte sur le monde, et dont le pouce, c'est ma Gaspésie. » C'est beau. Mais ça prouve une grande connaissance du territoire, et ça aussi, ça va être important pour le reste de son parcours, Martine Tremblay. Ce rapport au territoire ou Pierre? Absolument, mais je pourrais, parce que j'avais apporté ce qui, pour moi, est un très beau passage de ses mémoires, justement, parce que ça porte sur la Gaspésie au moment de la mort de son père. Ouais. Et il parle de son père, évidemment, qu'il a embrassé. Je l'ai embrassé sur ce front de marbre, puis je sortis du salon sans savoir que je venais aussi de prendre congé de la prime jeunesse et de son insouciance, ni que ma toute nue et bien-aimée Gaspésie, c'était déjà le paradis perdu. Et donc, cette Gaspésie va toujours la porter en lui. Mais en même temps, ce que ça révèle, c'était déjà cette passion de l'écriture. Il a commencé à développer, surtout au Collège de Gaspé, où il a étudié pendant quelques années, jusqu'à la mort de son père. Il a développé cette passion c'était un lecteur déjà boulimique, mais il a développé une passion de l'écriture dès ce moment-là. Et de la culture plus généralement, parce que son père meurt jeune, il a 42 ans seulement, René Lévesque en a 14. C'est une tragédie, en même temps, c'est ce qui va l'amener à Québec à l'âge de 16 ans pour commencer à étudier le droit. Il paraît qu'il va même écrire une pièce de théâtre à l'université qui n'était pas très bonne, mais je suis sûr, Pierre, ça va vous intéresser. Est-ce que c'était un artiste, puis on l'entend dans les mots qu'on a lus, est-ce que c'était un poète raté ou un metteur en scène qui aurait voulu être autre chose qu'un politicien, finalement? Moi, je pense que d'abord, c'est un journaliste dans sa formation, dans sa manière d'être factuel, de donner les faits, jamais de fausses nouvelles, toujours l'information très précise. Là où il pouvait être un artiste, c'est, je pense, l'orateur. L'orateur a développé ça avec la radio, avec la télévision, et c'est là qu'on l'a connu, c'est là qu'on est tombé en amour avec cet homme-là, parce que c'est un journaliste fabuleux qui nous intéressait, puis qui nous faisait découvrir le monde à travers ses émissions, mais avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de rapidité, avec beaucoup d'intelligence. Et quand il était orateur, là, à mon sens, il était un artiste. On en parlait tantôt avec Martine. Moi, j'ai retenu de ça dans mon bref passage en politique. Je me souvenais que René Lévesque, il écrivait quelques mots qui étaient, dans le fond, le parcours de son discours, sa pensée, et ensuite, il improvisait. Et ça, là, c'était le fait de l'artiste en lui. C'est-à-dire qu'il avait suffisamment confiance en lui et en son public pour prendre le beau risque d'être vivant devant un auditoire. Savoir comment vont-ils réagir? Est-ce qu'ils sont attentifs? Qu'est-ce qu'ils vont donner à celui qui parle? Comment vont-ils recevoir ce que moi je vais dire? Et ça, c'est un exercice qu'il a fait durant toute sa vie. En ce sens-là, c'était un grand artiste de la parole. D'un grand artiste à l'autre, on peut applaudir Pierre Curzi pour cette façon de captiver le public. Mais donc, on le dit, donc, il étudie le droit et il commence sa véritable passion, la radio, d'abord CKAC, puis à Radio-Canada, qui est Place Diouville, et la Seconde Guerre mondiale commence. Et là, moi,
Ça m'étonne et je vous entends là-dessus, Éric Bédard. Oui. Comment il se retrouve à travailler pour l'armée américaine? D'abord, un mot sur juste la veine artistique, c'est-à-dire qu'on dit l'orateur, mais il a une façon d'écrire Ah, aussi. c'est un auteur. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec Xavier Gélinas sur les chroniques politiques de René Lévesque, de 76, on est rendu en 71, on veut poursuivre, il y en a tellement. Mais il y a une plume, il y a une façon d'écrire très, très typique de René Lévesque. Et les discours, je pense qu'il lui tenait le plus à cœur, visiblement, il les retravaillait, parce que dans certains discours, des fois, je retrouve presque mot à mot des passages qu'il va réécrire plus tard dans ses mémoires. Je pense notamment à quand il fait son grand discours à Paris en 77. Hein, il y a vraiment une tonalité, il y a des mots. Alors, comment il devient... alors, il fait son droit, il s'inscrit en droit. Sa mère voulait absolument qu'il fasse son droit comme son père. Et c'était, il faut voir que les élites canadiennes-françaises d'avant la Révolution tranquille, on devenait prêtre, on devenait avocat, notaire, médecin, c'était les professions libérales. Donc, tout naturellement, sa mère a insisté pour qu'il s'inscrive en droit, mais il s'ennuyait dans les cours de droit. Il s'ennuyait, il paraît-il qu'il jouait beaucoup aux cartes à la cafétéria, et ça l'intéressait plus ou moins. Par contre, très tôt, il a commencé à faire de la radio. Il a commencé en Gaspésie, il en a fait, je crois, un peu à Gaspé, et il en a fait à Québec. Et là, je pense par un concours de circonstances, il apprend qu'on cherche des correspondants qui parlent français, puisque, évidemment, il est question d'aller en France durant la Deuxième Guerre mondiale, soit l'armée américaine ou les Alliés. Donc, ça prend des correspondants qui comprennent la langue. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec un uniforme américain en France. Au départ, il a commencé à être à Londres. Il s'est un peu ennuyé aussi, là, ça a été un peu long. Mais ensuite, même si je pense qu'il aimait la ville, mais ensuite, il est allé en France et ailleurs, aussi en Europe. Mais d'ailleurs, il va animer la Voix de l'Amérique depuis Londres et il devient l'un des premiers correspondants de guerre à visiter les camps de la mort. Et donc, très jeune et très rapidement, il va voir toute cette barbarie et il dira de cet événement, dans toute société, il y a un potentiel de jungle et de barbarie. Est-ce que c'est pour cette raison que même au pire des tensions avec le fédéral, même au pire des tensions politiques et sociales qu'il y a pu avoir ici, il va demeurer pacifiste toute sa vie, Martine? Il va demeurer pacifique et puis il va en garder une peur viscérale des dérapages. Il va toujours avoir peur qu'une cause mal défendue ou que la radicalisation de certaines causes mène à des dérapages extrêmes. Parce que ce qu'il a constaté, et il en parle dans ses mémoires, ce qu'il a constaté dans ce périple qu'il a fait, donc qui a commencé en France au début de 1945, qui s'est poursuivi en Autriche, en Italie, en Allemagne, ce qu'il a constaté, c'est qu'il a vu les derniers soubresauts de cette guerre où on savait que les jeux étaient faits, mais les règlements de compte de fin de guerre avec des brutalités et des atrocités commises des deux côtés, d'ailleurs. Il a bien vu que c'est jamais complètement noir et blanc, ces choses-là. Et donc, avant même cette expérience terriblement éprouvante de l'entrée dans le camp de Dachau, il a vu des choses qui l'ont vraiment troublé, qui l'ont marqué. Et puis, il se demandait d'ailleurs comment le peuple allemand, parce qu'il voyait des Allemands au passage, puis il disait, est-ce que ces gens-là pouvaient savoir ce qui se passait? Et donc, ça l'a amené à se questionner beaucoup, à relativiser beaucoup de choses et surtout à craindre ce que j'appelle toute forme de dérapage, quelle que soit la cause qui est défendue. Il avait peur de l'idéologie poussée à outrance. Des idéologies qui allaient trop loin. Bon, et puis la guerre, évidemment, c'est vrai. Il n'a jamais, je pense, prononcé le mot pacifiste, mais c'est certainement quelqu'un qui a gardé un souvenir terrible de la guerre. On pouvait se battre avec les mots, jamais autrement, selon... En plus, la guerre lui a fait perdre la voix. Parce que ce qu'on se dit pas souvent, c'est qu'il a fait une carrière de journaliste absolument incroyable, où il est devenu la référence en matière de journalisme. Pendant plusieurs années, il ne faisait que de la radio. Et il faut penser que cet homme-là avait perdu la voix quelque part entre l'Allemagne et la France dans ce fameux hiver 1945. Et donc, il avait un filet de voix. Et donc, ceux qui ont commenté, je dirais, presque ses performances à la radio, notamment quand il a fait la guerre de Corée et qui racontait son expérience de guerre aux côtés des soldats qui étaient en Corée, il y avait toujours ce filet de voix. Ceux qui ont
vu l'émission Point de mire, il avait encore... Il a retrouvé la voie finalement en politique. Il dit toujours que c'est un miracle de Sainte-Anne-de-Beaupré. Des années plus tard. Mais il faut savoir qu'il a impressionné d'une manière... il a marqué le journalisme au Québec d'une manière extraordinaire, alors qu'il n'y avait pas de voix. Ouais. Donc, il réussit à la radio alors qu'il n'a pas de voix, et il va réussir à la télé, même si c'est pas trop trouve qu'il n'a pas le physique de l'emploi. Absolument parce pas. qu'il va devenir tout à fait. un journaliste Non, vedette mais- à Radio-Canada avec Point de mire. Et là, je veux vous entendre les trois là-dessus. Cette émission-là, elle a ouvert le Québec sur le monde avant Expo 67. Point de mire, c'était quoi à Ouais. l'époque? D'abord, moi, j'ai vu que Point de mire était diffusé à 23h15. Donc, j'ai vu probablement moins de Point de mire que je ne le croyais. Mais donc, ça veut dire que l'émission Carrefour, qui a précédé Point de mire, celle-là, je l'ai entendue parce que ça, c'était autour de 18h, je pense, de 18 à 19h. Mais moi, cette émission-là, ça a été le premier bain, la première conscience du monde. J'ai pris conscience avec, et aussi la conscience que dans ces autres pays qui étaient partout sur la planète, autant en Afrique qu'en Asie, il y avait des contextes sociaux, politiques, économiques, et que tout ça était lié. Il y avait la découverte là, d'une vie publique, politique, sociale qui nous était donnée comme d'emblée. On était nourris brutalement, je dirais, de l'univers dans lequel on ne savait même pas qu'on vivait. Je parle du jeune adolescent que j'étais. Du coup, je découvrais le monde. Et ça, c'était terriblement précieux. Et ça a été le début de sa crédibilité et ça a été le début de notre amour pour l'homme, je crois. Et Éric, il a aussi montré que le Québec avait une place, certes dans l'Amérique, mais dans le monde tout entier avec cette émission. Oui, et cet intérêt pour les affaires du monde s'est poursuivi lorsqu'il devient, par exemple, chroniqueur au journal le Dimanche Matin. Il est à ce moment-là dans l'opposition. On est en 1966. Et c'est un député libéral, il est dans l'opposition. On lui donne une page dans le Dimanche Matin dans laquelle il va écrire pendant 2 ans et demi, des chroniques assez longues, et on a été frappé par l'importance des questions internationales. Donc, c'est comme s'il faisait un pas de côté, il ne collait pas uniquement à l'actualité québécoise, mais il voulait comprendre les grands enjeux, et avec une distance d'analyste, et non une approche idéologique où il y avait un filtre où tout passait. Là. Non. C'était quelqu'un qui essayait de comprendre, de décortiquer. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il est resté ça. Il est resté ça longtemps, même en politique. Oui. Il est resté un pédagogue qui nous expliquait comment ça se passait. C'est quoi le conflit entre le Pakistan et l'Inde? C'est quoi le conflit en Israël versus les Palestiniens? Il recevait des réponses, parfois des Palestiniens qui disaient « Ah, vous avez mal compris ce qui se passe. » Alors là, il réagissait. Donc, il n'y avait pas d'ornière. Il avait une volonté de comprendre, y compris, une fois, qui était un ancien politique, ce qui est très frappant. Donc, convaincre, mais comprendre aussi. Ouais. Moi, je retiens, c'est un homme politique extrêmement pédagogue. Ouais. Et c'est pas si fréquent que ça que des hommes politiques réussissent à nous expliquer profondément les questions sur lesquelles nous allons devoir nous prononcer et eux vont devoir prendre des décisions. Bien sûr. Et avant de devenir politicien, avant de faire le saut, il y a un événement marquant dans sa vie, et même dans le Québec tout entier, c'est la grève des réalisateurs de Radio-Canada en 1958. Donc, il va être arrêté lors d'une manifestation. À ce moment-là, il est l'allié de Trudeau contre les patrons de Radio-Canada de l'époque. Éric Bédard, est-ce qu'on peut dire que c'est sa première prise de position, et je sais que c'est un mot qui est parfois galvaudé, même critiqué aujourd'hui, mais sa première prise de position nationaliste? Tous ceux qui l'ont côtoyé à l'époque disent ça, oui. Que là, il réalise là, vraiment l'ampleur des deux solitudes, à quel point on a une forme d'indifférence au réseau français de Radio-Canada dans les officines à Ottawa. Et je pense que ça, c'est une prise de conscience, c'est un éveil qui se fait à ce moment-là. Et probablement aussi que dans la foulée de ces découvertes, il y a aussi la découverte de sa propre capacité à mobiliser un public, à convaincre des gens de le suivre et d'aller dans une direction. Et tout ça se cristallise à la fin des années 50. Et évidemment, il y a des gens au Parti libéral qui voient ça aller et qui disent « Ah, ça pourrait faire une recrue intéressante. » C'est comme Il ça faut dire qu'il s'était fait tirer l'oreille, là, parce qu'au début,
quand la grève a éclaté, la grève des réalisateurs, lui, d'abord, il n'était pas réalisateur, il était à contrat avec Radio-Canada pour son émission. Et donc, il s'est fait un peu tirer l'oreille là, parce qu'il ne se sentait pas directement impliqué. Mais ce qui l'a d'abord enragé, si on peut dire, c'est l'attitude des anglophones de CBC, l'attitude des anglophones des quotidiens anglophones de Montréal. Et puis, c'est comme si ça l'avait plongé malgré lui là, dans une situation, parce qu'il faut dire que, comme journaliste, dans les années qui avaient précédé, il a couvert beaucoup plus l'actualité internationale que l'actualité canadienne, où on dit que c'est un anglophile, mais c'est un anglophile au sens anglo-saxon, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais il ne s'intéressait pas tant que ça, même s'il suivait bien sûr l'actualité, mais ce n'était pas son premier intérêt. Et c'est comme si ça l'avait vraiment plongé dans je dirais, le problème canadien, là, puis pour utiliser ce terme-là. Et bien sûr, dès qu'il est embarqué il est tout de suite devenu une des stars du conflit. C'est lui qui montait sur les tribunes. Et moi, je suis convaincue que c'est là qu'il s'est mis à penser, mais peut-être que parler au monde, de sortir du métier de journaliste pour être dans l'action militante, moi, je suis convaincue que c'est là que le goût, lui, est venu de le faire. Mais c'est ça, parce qu'on dit grève des réalisateurs, c'était pas un simple conflit de travail, c'était carrément une question sociale qu'on posait. Puis c'est là où il va se poser la question, pourquoi demeurer français, maître chez nous, qui est la question de sa génération, qui va faire toute la suite de René Lévesque. Absolument. Il devient député à l'âge de 38 ans, sous les couleurs du Parti libéral, et le grand dossier qu'il va prendre en main sous le gouvernement Lesage, c'est bien sûr la nationalisation de l'hydroélectricité. Et c'est là que ces années à Pointe-Mire, vous le disiez tantôt, Pierre, vont le servir, c'est-à-dire qu'il va réussir à vendre quelque chose qui n'était pas du tout gagné d'avance, y compris dans le Parti libéral, où on disait on ne croit pas trop que tu vas y arriver, mais si tu veux essayer, vas-y. Martine, est-ce que vous vous souvenez un peu de ce dossier-là? Quand il est devenu ministre libéral, quand il est entré dans le gouvernement de Jean Lesage, il y a deux questions qui étaient pour lui essentielles, l'éducation et l'économie. Et la reconquête économique, bon, tout ça, c'était très, très important pour lui. On a oublié, à cause de ce qui s'est passé après, on a oublié qu'il a été d'abord passionné de cette question économique. Et donc, il s'est investi corps et âme dans le fameux dossier de la production de l'exploitation de l'hydroélectricité. Il a découvert qu'Hydro-Québec ne couvrait que Montréal et que, bon, toute l'injustice du système qui existait avant. Et puis, il faut dire qu'aux grandes dames de beaucoup de ses collègues du Conseil des ministres libéraux, il commençait à distiller un peu son truc là, un peu partout. Il en parlait, il commençait à l'évoquer. Et ça a fini au fameux lac à l'épaule, où là, il a dû vraiment convaincre tous ces... On lui a dit, bon, ben, convainc les autres. Si tu nous convaincs, ben, on ira peut-être, mais c'était loin d'être gagné. Et ça tient, c'est souvent le cas dans ce genre de situation-là, ça tient essentiellement à l'appui de Georges-Émile Lapalme et après l'appui de Georges-Émile Lapalme, celui de Jean Lesage. Et la campagne électorale de 1962, ben c'est lui. On est retourné à Pointe-Mire d'une certaine façon parce qu'il a retrouvé son tableau, c'est là qu'il s'est mis à expliquer. Et donc, cet apprentissage de Pointe-Mire lui a servi pendant cette campagne de 1962 qu'ils ont remporté haut la main. Et donc, c'est vraiment lié. Tout ça est lié. Peut-être un petit rappel, c'est qu'Hydro-Québec est créé en 1944 et on va nationaliser la Montreal Light, Heat and Power. Donc, uniquement la région de Montréal était sous le joug de Hydro-Québec. Et le reste, ça a été des coopératives. Hein. Maurice Duplessis ne croyait pas beaucoup au rôle de l'État, mais a encouragé la création de coopératives, ce qui a permis de compléter l'électrification rurale. Mais c'était un peu un système anarchique. Donc, on avait Hydro-Québec et il a aussi complété certains barrages à la fin des années 50. Donc là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que René Lévesque, c'est un homme qui croit au rôle de l'État. Ça, c'est très important. Il aurait dit, j'ai lu ça, mais M. Parizeau, je l'ai entendu nous le dire une fois, il disait « l'État, c'est le meilleur d'entre nous ». Donc l'État, c'est une force d'action collective extrêmement importante. On doit miser sur l'État pour se relever, nous, comme nation, comme Canadiens français. Il faut voir aussi à quel point ça a une portée symbolique extraordinaire. Parce que voilà un homme qui décide qu'il va nationaliser l'énergie. Or, de quoi est-il question dans toute cette génération, dans toute cette époque? C'est une
incroyable énergie d'une collectivité. C'est vrai. Et ça, c'est le symbole parfait. Et non seulement il va canaliser l'énergie, littéralement, là, harnacher et mettre, conjuguer, utiliser l'extrême force de l'énergie naturelle qui est l'eau, mais en plus, ça va être une découverte du territoire et ça va être un outil fabuleux au niveau de la connaissance, de la fierté, de la confiance qu'on a en soi-même. C'est au niveau symbolique, c'est le geste le plus important, c'est celui qui caractérise tous les efforts de toute cette génération-là. Et on pourrait faire le détail parce que cette capitalisation-là de l'énergie, on va la retrouver dans le social, dans l'économique, dans le culturel, on va la retrouver partout. C'est prendre sa place dans tous les domaines. Et lui, a commencé par l'énergie. Ce n'était pas gagné d'avance, mais il va réussir. Éric Bédard, qu'est-ce qui va le pousser hors du Parti libéral en 1967, puis à penser à son propre mouvement, le mouvement Souveraineté Association, et ensuite au Parti québécois? Bon, les années 60, c'est des années d'ébullition. Et en gros, il y a une forme d'unanimité autour de l'idée que le Canada, tel qu'il existe, là, c'est terminé. Là, on s'en va en plus vers le 100e anniversaire de la Confédération de 1867. Et là émerge cette idée qu'il faut absolument refonder le Canada. Et il y a toutes sortes de thèses qui circulent. Il y a une sympathie même chez les élites fédérales à l'époque, de David Lewis du NPD jusqu'à Robert Stanfield chez les conservateurs, l'idée d'un Canada dualiste, binational. Alors, ces hypothèses-là circulent beaucoup. Au Québec, parmi les hypothèses qui circulent, il y a celle des États associés, c'est la thèse d'un Paul Gérin-Lajoie, celle de l'égalité ou l'indépendance, le titre du livre de Daniel Johnson qu'il publie en 1965, qui était le chef de l'Union nationale. Et il y a des indépendantistes, il y a un mouvement indépendantiste qui émerge avec le RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui est fondé en 1963. Donc tout ça est dans l'air. René Lévesque est interpellé. Et il n'a pas fait son lit. Ça lui prend un certain temps avant de faire son lit sur cette question-là. En 1965, il dit « Je ne suis pas encore souverainiste ou séparatiste, mais je pourrais le devenir. » Là, ça crée tout un émoi. On est en 1965. Il est ministre libéral. Il dit ça dans une entrevue, je crois, en anglais. Et ça, c'est son côté, je pense, un peu transgressif. Il aimait ça provoquer. Et là, ça chemine. Et lorsque les libéraux sont renvoyés dans l'opposition, il va plancher avec son équipe de la circonscription de Laurier, il va plancher sur un document pour dire, bon, mais c'est quoi qu'on propose, nous, comme avenir pour le Québec? Et c'est là que va tranquillement émerger l'idée de souveraineté association. Donc, une redéfinition du cadre, mais sur une base égalitaire, et on n'est pas dans un indépendantisme franc à la aérienne ou dans une optique de la décolonisation, comme c'était le cas chez certains jeunes intellectuels, par exemple, de parti pris. On est dans une volonté de redéfinir la relation Québec-Canada. Donc, il va plancher sur un document comme celui-là. Il va arriver à un congrès, il va tenter de le présenter à un congrès libéral en 1967, et finalement, il ne sera jamais soumis au vote, puisqu'il va bien comprendre qu'il n'est pas vraiment question de discuter d'une telle hypothèse. Nous sommes dans un parti résolument pro-Canada. Nous voulons envisager peut-être une refondation du Canada, mais pas jusqu'à la souveraineté, association. Le mot fait peur. Donc, il va à ce moment-là se retirer. Est-ce que c'est pas là qu'il écrit Option Québec? C'est juste un peu après. Donc, quand il quitte le Parti libéral, il va fonder un petit mouvement qui s'appelle le mouvement Souveraineté Association. Comme dit bien son biographe Pierre Godin, le trait d'union était fondamental pour lui entre les deux termes. Et donc un mouvement qui va devenir plus tard le Parti québécois. Martine, je vous voyais réagir à tout ça. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que je dirais, ce qu'il a écrit dans Option Québec, c'est resté son mantra jusqu'à la fin. René Lévesque ne voyait pas l'indépendance, ou en tout cas le projet souverainiste, comme une rupture. Il n'a jamais voulu le présenter comme ça, parce qu'il avait pressenti qu'il ne serait jamais capable d'aller chercher l'appui de tous les Québécois. Il l'a bien vu, puis le référendum de 1980 l'a bien montré. Cette peur de la rupture
il l'avait pressenti. Et donc, pour lui, il a toujours voulu présenter son projet comme une nouvelle manière de définir nos rapports avec le Canada ou le reste du Canada, si on veut. Ouais, puis moi, tu sais, on parlait du mot tantôt, j'ai dit l'homme du peuple, mais dans le fond, ça pourrait être aussi le démocrate. C'est sûr que la très grande caractéristique de René Lévesque, c'est d'avoir été en accord parfait avec l'ensemble de la population, par son respect total de la démocratie. Mais même avec le Parti québécois, il a mis son nom en jeu. C'était difficile de convaincre tout le monde de s'appuyer sur un texte avant que ce soit fondé. Donc, il a aussi été très démocrate dans son approche à cette époque-là pour réussir à concilier toutes les factions qui voulaient peut-être la souveraineté. L'un des premiers tests a été la question de l'unilinguisme français. Alors, dans le mouvement nationaliste indépendantiste, il y avait une frange qui disait, écoutez, dans un État indépendant, ce sera comme un État français, jacobin, une seule langue nationale, et l'État ne financera plus les institutions anglophones. Et pour René Lévesque, c'était inacceptable. Donc, il a déjà menacé de quitter, lors, je pense même, du premier congrès. Ouais. Ça annonçait du tumulte qui allait suivre. Mais dans le premier congrès, il dit aux militants, si vous allez dans cette direction-là, vous allez le faire sans moi. Ouais. Alors, soyez-en conscients. Chaque fois que je pense à la fin des années 60, début des années 70, enfin, quand je regarde les archives, etc., parce que je n'étais pas encore là, je me dis, maudit que ça avait l'air le fun, ces années-là. Non, mais c'est vrai, on dirait que ça avait l'air extraordinaire. Mais c'est pas parce que c'est plate maintenant. Non, Non, je non, dis non. pas ça, mais disons que c'est un peu plus édulcoré. Mais sincèrement, ces années-là, cette effervescence, qu'elle soit culturelle, politique, sociale, comment est-ce que vous les percevez? Est-ce que vous en rendez compte pendant que vous êtes là ou est-ce que c'est plus tard que vous dites, non. maudit qu'on avait de la chance de vivre à ce moment-là? Non, on s'en rend compte parce que la culture, à ce moment-là, a été un moteur d'une puissance incroyable. Il faut se souvenir que c'est la grande époque des chansonniers. C'est la grande époque où le documentaire qui nous rendait conscients de nous-mêmes va lentement migrer vers la création de la fiction, vers l'imaginaire. Il faut se souvenir que c'est la grande époque de la peinture à Montréal. Tu sais, les Maltais, Ferron, Bordua, Riopet, c'est à cette époque-là. Le théâtre était peut-être le plus colonisé par la France. Et la réaction, parce que ça, je connais bien ça, ce bout-là, mais la réaction, c'est celle du Québec. C'est-à-dire que cette réaction-là, ça a été deux caractéristiques essentielles. Sont venus au monde la création collective, ça s'appelait comme ça, et l'improvisation. Juste avant, au moment où les auteurs vont commencer à apparaître. Mais donc, c'était exactement à l'image du Québec. C'est-à-dire que c'est collectif, complètement collectif. Maître chez nous, nous autres, on oublie les différences, c'est nous qui créons. Et on va improviser jusqu'à temps qu'on trouve les auteurs, ceux qui vont nous donner la parole. Ensuite, on prendra leur parole et on arrêtera la ligne nationale d'improvisation, l'union entre notre sport national et puis notre créativité nationale. Tu sais, la culture a joué un rôle et je ne crois pas qu'elle joue maintenant ce même rôle-là pour des raisons qui ne sont pas... que je reprocherai à aucun artiste. Là, on sait tous pourquoi ça a changé. Mais la culture a été majeure. Oui, majeure. on a même réinventé le cirque au début des années 80. Il faut voir que la rencontre, une des rencontres qui a marqué l'évêque à cette époque-là, c'est sa rencontre avec Guy Laliberté, qui était les chassiers de Baie-Saint-Paul. On partait d'un petit truc de rien. Et puis, René Lévesque était prêt à bouger toutes les colonnes du temple pour leur permettre, pour donner l'essor, enfin, pour poser le premier geste, dans le fond, qui leur a permis de bâtir cet empire dont on sait maintenant, malheureusement, ça ne nous appartient plus complètement. Mais c'est vrai que on a complètement réinventé le cirque aussi à cette époque-là. Donc, c'était vraiment une époque de... Tu sais, il y a souvent des gens qui ont dit tous ces débats entre souveraineté, indépendance ou fédéralisme et tout ça, ça nous a empêchés de faire bien d'autres choses Mais non. Ça faisait partie, c'était associé à un mouvement d'affirmation qui concernait tous les secteurs. C'est là qu'on a créé le Québec Inc., pour ceux qui veulent parler d'économie. Et sur le plan social, on était à l'avant-garde de beaucoup de choses.
Sur le plan culturel, ça a été une période extraordinaire de création puis d'innovation à tout point de vue. Et donc, dans ce sens-là, oui, ça a été une période extraordinaire. D'effervescence, une grande effervescence. Ah oui, de Il y a- grande effervescence. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais il y a quand même des événements plus malheureux. 1970, les événements d'octobre. Éric Bédard, comment est-ce que René Lévesque va réagir à toute cette crise-là? Ah, il était vraiment, il était catastrophé justement que des jeunes aillent vers cette voie. D'ailleurs, dans le manifeste du FLQ, on évoquait l'élection, le résultat de l'élection du 29 avril 70. Les felkistes disaient, on a cru un peu en vous et au Parti québécois, mais finalement, on voit que le slogan de l'époque, c'est « élection piège à con ça mène à rien, donc c'est une élection, c'est une structure bourgeoise, on doit procéder autrement. » Donc, il était catastrophé par ça, mais en même temps, il était catastrophé par l'approche Trudeau-Lalonde et la loi sur les mesures de guerre. Il trouvait que c'était complètement disproportionné. Il a voulu réunir autour de lui d'autres leaders syndicaux, mais même Claude Ryan, pour dire, ben, écoutez, il faut se calmer, il faut essayer de trouver une voie de passage. On l'a accusé de vouloir créer un gouvernement parallèle, de vouloir faire même un coup d'État. C'est une thèse qui circule encore dans certains milieux, qui est complètement loufoque, qui n'est pas fondée. Donc oui, ça l'a beaucoup bouleversé. Et Pierre Laporte arrive dans le gouvernement libéral en 1961. Il était un brillant journaliste au Devoir avant. Il avait écrit un pamphlet contre Duplessis à la fin des années 50. Et c'était l'un des ministres les plus nationalistes du Parti libéral durant la Révolution tranquille. Et il avait développé avec lui des liens d'amitié, de respect. Et donc là, il perd une personne qu'il a très, très bien connue dans une valise de char. Il était vraiment, vraiment catastrophé par ça, c'est sûr. Puis on voit à ce moment-là qu'il condamne vraiment la violence, que ce soit de certains membres du FLQ, mais aussi du gouvernement canadien. À ce moment-là, il se met vraiment Il au milieu de condamne tout cette ça. violence et il condamne une instrumentalisation d'une crise par un pouvoir fédéral pour mettre au pas, parce que vous savez, dans certaines régions du Québec, c'est pas des felkistes qu'on arrêtait là, durant la nuit du 15 au 16 octobre. C'est des militants du Parti québécois. On passait la liste et puis on les mettait dans le panier à salade et puis c'était pas plus compliqué que ça. Donc, il a bien vu qu'on se servait de cette crise-là dans certains milieux pour mater un mouvement tout à fait légitime et démocratique. Mais c'est clair que l'attitude de René Lévesque en 1970, puis dans les années qui ont suivi, cet équilibre, je dirais, de condamnation de l'action évidemment révolutionnaire et violente du FLQ et de la récupération que le gouvernement fédéral a voulu en faire par-dessus la tête du gouvernement du Québec, c'est à ce moment-là que René Lévesque a sauvé le mouvement souverainiste. C'est son attitude, parce que certains le trouvaient très dur. Ils l'ont trouvé très dur parce que même il se méfiait de toute sympathie qu'on pouvait éprouver à ce moment-là, après coup, à ce moment-là, pour les ravisseurs de Pierre Laporte et de Richard Cross. Et donc, cette attitude très équilibrée, mais qu'il a maintenue avec une fermeté là, sans faille, c'est ce qui a empêché son parti de disparaître, parce que c'est ça qui se préparait, de toute évidence, au début des années 70. Et puis, ça a amené des gens qui étaient dans les FLQ à se rallier. On pense à Pierre Vallière. À Pierre Vallière, voilà, 72. qui a fait son coming out en disant, bon, ben moi, maintenant, je pense que... Parce que ce que René Lévesque disait, ces gens-là voulaient détruire le système. Or, lui voulait recréer une confiance à l'égard du système. Et donc, toute la différence était là, parce qu'il pouvait comprendre qu'il y avait des enjeux sociaux auxquels ces gens-là, il y avait des injustices sociales que lui aussi condamnait. Mais c'est pas en jetant le système par terre qu'on allait régler les choses. Et donc, lui voulait recréer une confiance à l'endroit du système. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'on vit dans une époque de grande polarisation. On peut dire que durant octobre 70, il y avait une polarisation. Vous deviez choisir votre camp, les révolutionnaires ou le fédéral. Mais pour René Lévesque, c'était inadmissible comme polarisation. Il y avait une autre voie possible. On peut souhaiter l'affranchissement, l'épanouissement, la souveraineté d'un peuple sans verser dans ces excès de violence, mais sans non plus faire comme faisaient Marc Lalonde et Trudeau. Martine Tremblay, tout à l'heure, vous disiez, bon, et tout le monde le disait, ça a été ces années à point de mire à la radio, ces talents de communicateurs qui ont aidé à vendre des gros dossiers. Puis vous disiez aussi, quand il était jeune, c'était un grand bagarreur. Oui. Et il s'est battu parce qu'il va perdre en 70, en 73, jusqu'à
l'élection 76. 76. Pouvez-vous me parler un petit peu de cette élection qui avait l'air, je ne sais pas, on dirait que c'est une élection à part dans l'histoire québécoise. Est-ce que je me trompe de penser ça? Puis si oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette élection-là? En 73, les libéraux font élire 102 députés sur 108. Donc, les libéraux occupent toute la C'est un scène. raz-de-marée. Ça va très mal. À quelques mois de l'élection de novembre 76, Claude Charron fait une sortie contre son chef, je pense du genre le vieux est fini ou un truc du genre, qu'il va regretter évidemment par la suite. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Les libéraux occupent beaucoup de place. Ils sont très critiqués. Il y a le scandale olympique, il y a la loi 22 qui fonctionne pas bien, la loi linguistique. Mais on a utilisé une époque qu'on appelait la divine surprise. Il y a comme une surprise, là, dans cette élection. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a marqué les esprits. Et c'est pour ça que je dis que c'est un bagarreur. C'est parce qu'après 73, on aurait pu croire, il y a des gens qui auraient peut-être laissé tomber, en fait, cette idée-là. Moi, je pense que toute l'énergie dont on parlait tantôt, toute cette effervescence-là, en 76, ça a trouvé sa voie politique. C'est devenu un parti, et ce parti-là, on l'a endossé parce qu'il était collectivement le reflet exact de ce que nous étions à ce moment-là. Et ça a réuni les extrêmes que nous avions entre nous, parce qu'on n'était pas tous d'accord sur le FLQ, tout ça. Il y a eu toutes sortes de tendances. Mais là, en 76, en fait, on avait les outils politiques pour accomplir ce sur quoi on se démenait depuis les années 60. On avait un outil politique. C'était évidemment l'idée que on va devenir indépendant avec un parti qui incarne cette volonté-là. C'était magnifique. Les images d'archives où on voit Miron, c'est tellement bouleversant. Il faut dire qu'en 73-76, il est arrivé quelque chose quand même. Ça ne s'est pas fait sans difficulté, mais l'idée du référendum est apparue en 1974, donc après l'élection de 73, parce que là, on avait tiré les leçons de 2 expériences électorales où on s'apercevait qu'on s'en allait dans le mur parce que l'élection ne portait que là-dessus, donc les peurs, bon. Et donc, l'idée du référendum est apparue en 1974, et il faut bien voir qu'en 1976, la campagne électorale s'est faite sur l'idée du bon gouvernement. Il faut changer de gouvernement, et avec un certain nombre d'engagements très concrets qui se sont réalisés par la suite, et puis en disant aux gens, là, on vous demande de voter pour un bon gouvernement, mais on vous le dit, au cours de ce mandat-là, on va déclencher un référendum sur la question de la souveraineté. Donc, vous allez être consulté de nouveau. Et ça a été un facteur déterminant dans la croissance du parti. Malgré tout ça, personne ne pensait que ça irait jusqu'à la prise du pouvoir. Oui, mais il faut dire que, avec le système électoral qu'on a, le Parti québécois a été aidé à l'époque par la résurrection de l'Union nationale. C'est-à-dire qu'il est arrivé quelqu'un qui s'appelait Rodrigue Biron, qui a remonté son parti. Il y avait un mécontentement à l'endroit de Robert Bourassa chez les anglophones parce qu'il avait fait la loi 22. Et donc, les anglophones qui soutenaient toujours le Parti libéral l'ont en partie boudé. Et donc, tout ça a fait que le Parti québécois, le soir du 15 novembre, est au pouvoir. Les astres étaient alignés. Les astres étaient alignés d'une certaine manière. Les astres étaient vraiment très alignés, oui. Mais quand même, moi, à chaque fois que je vois des images d'archives de cette soirée-là, effectivement, c'est très beau à voir, toutes les personnes qui se chevauchent sur la scène, mais quand même, René Lévesque a l'air soit surpris, soit il n'est pas totalement heureux. Et je me dis, est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, il se dit, waouh, il y a un poids qui vient de me tomber sur les épaules. Ah oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. C'est clair qu'il était content. On ne peut pas ne pas être content. Là. Bon, quand il a entendu la fameuse phrase, là, bon, si la tendance se maintient, mais il en revenait tout simplement pas. Mais comme en plus, il n'avait pas préparé de discours de victoire, il avait préparé un discours de victoire morale. Donc, 35, 40 députés, très forte opposition. Lui, enfin élu, bon, qui part avec son monde à l'Assemblée nationale, il était prêt pour ça, mais il n'y a pas de discours de victoire. Donc, il est allé s'enfermer pour en préparer un. Mais là, tout de suite, on voyait qu'il sentait... Lui, il est resté sérieux. Tout le reste de la soirée, il est resté sérieux. Sauf au moment où on a voulu l'amener, là, ces gardes du corps improvisés l'ont fait rentrer dans une voiture, puis ils ont rentré un kidam dans l'auto. Puis là, alors ça l'a fait rire énormément parce que, vous voyez, c'est quoi la sécurité? Mais ça a été son moment joyeux de la soirée. Mais sinon, il est arrivé au quartier général du parti et lui, il n'a pas fêté, il a bonjour tout le monde, il s'est enfermé dans un bureau
Et dès ce moment-là, il sentait qu'il y avait une responsabilité particulière de... Éric Bédard, j'ai l'impression que la fête nationale, cette année-là, a eu une saveur particulière. Est-ce que Oui. vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, alors là, c'est sous le gouvernement. En fait, il y a deux actes, deux gestes symboliques assez forts durant ce premier mandat. D'abord, le fameux Je me souviens, qui était sur les armoiries de la province de Québec depuis les années 30, va être transféré sur les plaques d'immatriculation. On va enlever la belle province, hein, ça c'est fini. On va mettre Je me souviens. Ça montre aussi, d'une certaine façon, d'après moi, c'est qu'il reconnaissait à travers ça l'idée que notre identité s'inscrit dans la durée. Hein. Il y avait cet élément-là. Et il va y avoir la fameuse fête nationale. Congé payé, chômé. C'est une loi qui est adoptée en 1978. Et évidemment, on veut en faire la fête de tous les Québécois. Donc, pas seulement la fête des Canadiens français, comme c'était jusque-là. Et donc, c'était emblématique d'une volonté, dans le fond, de faire de cette fête une fête civique pour l'ensemble des citoyens du Québec. Mais en même temps, en gardant l'idée que ça venait d'une Saint-Jean, donc pas en reniant non plus. On lui doit beaucoup de faisant choses. encore là une belle synthèse. Oui, mais on lui doit beaucoup de choses. Après Hydro-Québec, il y a quand même, je me souviens, sur les plaques, qui fait maintenant partie Ouais. de l'imaginaire collectif. Et ça intrigue tous les nouveaux arrivants et Exactement. les touristes. Hein. Exactement, exactement. Donc, il a réussi à inscrire ça dans notre imaginaire collectif. 80, il perd le référendum. Puis il dit, si je vous comprends bien, vous me dites à la prochaine fois. Est-ce que c'est moi ou il arrivait à transformer même les défaites en victoires à travers une phrase? C'est clair que cette phrase-là voulait dire, bon, c'est quand on parle de démocrate, vous n'avez pas été assez nombreux à endosser ce que je vous ai proposé, donc je comprends bien qu'il y aura une prochaine fois. C'était, après coup, tu te dis, wow, quelle force de caractère et quel équilibre pour pouvoir dire le soir d'une telle défaite, parce que tous ceux qui ont vécu 80, pour nous autres, c'était une défaite larmoyante, et voir cet homme-là qui dit l'espoir est clairement en faveur de ce qui va advenir, et je respecte totalement ce qui est ce choix. Formidable. Formidable. Martine, cette défaite au référendum de 80, comment... Il faut dire qu'il avait préparé une petite allocution dont il n'a pas prononcé tous les mots. Ce soir-là, quand il est arrivé au centre Paul Sauvé puis qu'il a vu la foule qu'il y avait devant lui, les gens pleuraient, c'était d'une tristesse incroyable. Il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse très attention aux mots qu'il allait utiliser. Puis il en a parlé après dans une conversation qu'on a eue, quelques personnes avec lui, là, juste avant qu'il quitte sa fonction de premier ministre. Il a dit, j'ai vu à ce moment-là à quel point les mots que j'allais utiliser pouvaient avoir un effet soit terrible. Autrement dit, il a voulu terminer sur un message d'espoir, puis il a voulu leur dire, il faut l'accepter, ce résultat-là. Alors que dans les notes qu'on a retrouvées de ce qu'il avait préparé, les mots étaient plus durs. Les mots étaient plus durs, la colère était plus vive, mais il ne l'a pas fait. Et c'est là qu'on voit à quel point cette responsabilité qu'il s'est toujours donnée d'éviter de provoquer quelque chose Des qui émotions. serait dommageable. Donc, il fallait qu'il utilise cette émotion. Il s'est même mis à chanter. Nous-mêmes, on ne l'avait jamais entendu chanter. Il chantait mal, d'ailleurs. Mais... Et donc, on le regardait, il l'a improvisé complètement. Et donc, ça s'est terminé dans la peine, bien sûr, mais il a voulu laisser un message. Et puis, c'est resté, d'ailleurs, à chaque fois qu'on voit cette image. Une prochaine fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le travail qui s'est produit dans sa tête avant d'en arriver à cette parole-là. Pour moi, c'est incroyable, c'est l'improvisation dont parlait Pierre un peu plus tôt. Donc il y a cette défaite en 80, et puis en 81, l'un des événements les plus tragiques de sa vie, le 4 novembre, donc la nuit des longs couteaux, le rapatriement de la Constitution. Il y a Corinne Côté, qui est sa compagne, qui a dit « Il est mort une première fois cette nuit-là ». Est-ce que, Martine, vous qui étiez quand même assez proche à ce moment-là, est-ce que vous l'avez senti aussi de cette manière-là? Non, il était en colère. C'est certain qu'il était profondément déçu, surpris, pas tant que ça, parce qu'il s'attendait à rien de plus du gouvernement fédéral. Et puis, bon, il y avait quand même quelques signes avant-coureurs. Ça l'a mis tellement en colère que sa colère a demeuré jusqu'au fameux congrès du parti. Puis là, il y a encore, évidemment, là où il n'a pas fait attention.
Et donc, c'est un congrès qui a produit toutes sortes de résolutions, qui s'est radicalisé, ce qui a mené, parce que là, je fais de l'histoire, mais c'est important de le dire, et ça démontre bien que il était pas, pour moi, il était pas mort, là. Il était dans un état de colère épouvantable, qu'il a communiqué au début du congrès dans un discours où il n'a pas fait attention, il l'a dit lui-même après. Le congrès a dérapé, donc plus de souveraineté association, plus d'obligation d'aller chercher une majorité absolue dans un référendum, les droits des anglophones, tout a pris le bord. Et ce qui a amené au fameux, ce qu'on a appelé le renérendum, c'est-à-dire que là, il est sorti du Congrès en disant encore une fois, moi, je ne peux pas vivre avec ce que vous venez d'adopter, donc je vais réfléchir à mon avenir. Et ça s'est terminé avec un congrès de revision qui a rabiboché les affaires. Mais donc, tout ça pour dire que, pour moi, je pense que le premier sentiment qui l'animait, c'était la colère. Éric Bédard, sur cette nuit-là? Non, c'est un grand échec. Il faut voir qu'il y avait eu une alliance avec 7 provinces anglophones. Vous savez, en ce moment, par exemple, on remet en question la disposition de souveraineté parlementaire qu'on appelle communément clause non-obstant, ce qui était le compromis des 7 autres provinces qui avaient poursuivi les négociations la nuit. Il y avait un front. Il y avait un front. Et donc, il s'est senti, c'était pas juste le Québec qui était isolé, il y avait un front de provinces qui, selon elles, respectait davantage l'esprit de ce qu'est une fédération, où il y a un partage de souveraineté, pas un gouvernement papa là, qui décide pour les petits-enfants quand ils sont méchants. Non, on a un partage de souveraineté, on essaie de s'entendre là-dessus. Il était contre aussi cette idée d'une charte qui allait transcender, qui allait avoir un pouvoir, des juges qui allaient avoir des pouvoirs très importants sur justement les législatures. Donc là-dessus aussi, un démocrate, il disait c'est avec des juges nommés par le premier ministre du Canada, il y a un problème d'équilibre dans les institutions. Alors c'est sûr que c'était un revers terrible et de quelqu'un qui, je pense, de son point de vue, corrigez-moi Martine, mais se disait, moi, je veux une nouvelle entente Québec-Canada. Fondamentalement, c'est ce que je veux. En jouant avec les règles, en jouant dans les règles. Et c'est ça qui est sûrement en m'alliant même avec d'autres provinces qui ont qui veulent aussi vivre dans une fédération où on respecte les juridictions. Ouais. Alors, c'est sûr que c'était très, très difficile. Mais vous avez utilisé le mot échec, puis quand on regarde les dernières années de sa vie, il y a le référendum qu'il perd, il y a cette nuit des longs couteaux, il est aussi très critiqué par des membres dans son propre parti. Est-ce que René Lévesque est tombé dans le piège de certains politiciens, c'est-à-dire ne pas savoir quitter au bon moment? Comment est-ce que vous voyez sa fin, celle de René Lévesque? Parce qu'on approche de la fin de la discussion, donc j'aimerais savoir vous entendre là-dessus, sur ces dernières années. Oui, mais comme on est sur les dernières années, ce qu'il faut dire, c'est que juste au moment où se terminent les négociations constitutionnelles et puis cette défaite à Ottawa, il a à gérer la pire crise économique qu'on ait vue depuis les années 30. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas, là, avec les taux d'intérêt à 20 les taux de chômage taux de chômage de 24 chez les jeunes de moins de 30 ans, c'était du jamais vu. Et donc, pour moi, ce qui a vraiment brisé, si on veut parler de briser le René Lévesque, c'est cette fameuse crise économique avec la crise avec les syndicats que ça a provoqué. Et donc, il y a eu pendant 2 ans, mais une période épouvantable de combat. Il fallait comprimer les dépenses publiques, avec un problème de finances publiques terrible à l'époque. Cette bataille syndicale, parce que ce qui a terriblement frustré et blessé René Lévesque, c'est son incapacité à convaincre les centrales syndicales à ce moment-là de mettre un peu d'eau dans leur vin. Et donc, ça a abouti à une confrontation terrible. Et ces 2 années-là ont vraiment épuisé le gouvernement. D'abord, le taux de popularité et du gouvernement et du premier ministre à ce moment-là a été considérablement réduit. Bon, à la suite de tout ça, il a été contesté par son parti. C'est drôle parce que René Lévesque nous avait souvent dit, son entourage, que Jean Lesage n'avait pas su quitter son parti, qu'il avait fallu le pousser un peu dehors. Et puis, je pense qu'il a vécu un peu la même chose. Bon, il a tenu jusqu'à la fin à choisir le moment où il quitterait. Et donc, pour plusieurs, ça a été trop long. Il y en a beaucoup qui ont critiqué ça, mais ça fait partie du personnage aussi.
Il voulait que ce soit lui qui choisisse le moment. Il a d'ailleurs choisi le pire moment pour les journalistes, c'est-à-dire une journée où il avait fait un discours à l'Assemblée nationale qui donnait l'impression qu'il allait rester pour toujours. Il a attendu, pour envoyer son communiqué, la fin des bulletins de nouvelles en disant, bon, ben les journalistes paresseux, ils vont devoir rentrer pour faire la nouvelle. Non, non, il a vraiment dit ça. Et donc, il s'est gardé un petit plaisir là, dans l'inconfort qu'il avait à ce moment-là de décider de s'en aller. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il s'est accroché un peu parce qu'il a espéré jusqu'à la fin. C'est pour ça que moi, quand on parle de l'homme brisé, là, qui est le fameux titre là, du dernier tome de Pierre Godin, ça me fait toujours un peu sourire parce que c'est le contraire. Il est resté combatif jusqu'à la fin, même presque trop. C'est quelqu'un qui, même sans gants de boxe, même il était toujours prêt à combattre et il avait une envie folle de faire l'autre élection et d'avoir encore comme adversaire Robert Bourassa. Et donc... Fidèle à lui-même jusqu'au bout, en fait. Ah oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Pierre Curzi, Éric Bédard, Oui. c'est l'année Lévesque. Qu'est-ce qu'on célèbre, selon vous? Qu'est-ce que vous retenez du personnage? Ça peut être à titre personnel, mais qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui ensemble? Ben, je pense qu'on célèbre ce phénomène rare d'un homme qui a su complètement comprendre une société et l'incarner avec une intelligence et un courage remarquables. Donc, on célèbre un homme qui a été grand et qui nous a fait grandir, un homme qui a la dimension de ce que nous sommes, un grand peuple. Enfin, pour ma part, je dirais que ce qui me frappe chez lui, c'est que René Lévesque, aujourd'hui, fait l'unanimité. C'est à quel point il fait l'unanimité. Autant chez Québec solidaire que chez François Legault et la CAQ. La CAQ voit un homme qui a réalisé de grands projets. On parlait de la grandeur, c'était dans le discours d'inauguration de François Legault quand il est devenu premier ministre. Et QS, durant l'élection, disait c'est l'époque où on attaquait les vieux partis. On trouve, c'est comme un buffet, on y trouve tout ce qui fait notre affaire et ça fait consensus. Mais c'est impressionnant. Est-ce que ce sera comme ça dans 50 ans? On verra. L'histoire nous le dira. Oui. Alors moi, je suis né l'année de la mort de René Lévesque en 1987 et je ne sais pas comment je vais le dire, mais je pense que si c'est moi aujourd'hui qui anime cette discussion-là, c'est qu'il a formé ou fondé quelque chose de fort qui vit encore aujourd'hui. Il n'a peut-être pas su donner un pays à ses compatriotes comme il l'aurait souhaité, mais il a su insuffler une flamme d'espoir qui fait qu'aujourd'hui on est tous réunis. Et moi, je me souviens d'une phrase qu'il a dit à la toute fin de sa vie, lors d'une soirée où on lui rendait hommage. Il a dit « Faites du feu dans la cheminée, on rentre chez nous, pour le meilleur ou pour le pire, ou mieux encore, sait-on jamais ». Et je pense qu'on peut se laisser sur cette phrase-là. J'aimerais que vous applaudissiez très fort nos trois invités. Martine Tremblay, Éric Bédard, Pierre Curzi. Merci également à vous d'avoir assisté à cette discussion.